Hello mes likers, what's up? J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien posés. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la rubrique Les visages d'ébène. Et aujourd'hui, je vous amène d'abord au royaume d'Ashanti et nous allons finir par la Côte d'Ivoire grâce à la reine Pokou. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je suis Dan Christie. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, à lâcher un pouce bleu, à partager, même ça fait toujours plaisir. Et sans plus tarder, passons au vif du sujet. Alors, Abla Pokou ou Abra Pokou, je pense que c'est prononcé en Ani, était la nièce du roi Osei Tutu, fondateur de la confédération Ashanti. Alors, à la mort d'Osei Tutu, normalement, c'était selon la loi matrilinéaire, le fils à sa sœur qui devait le remplacer. Qu'est-ce que la loi matrilinéaire? Bon, j'ai noté ça quelque part. Oui. Un fils reçoit les titres venant de la famille de sa mère. C'est ainsi que si le frère de la mère était roi, à sa mort, tu le succèdes. En gros, chez les Ashanti, le fils de la sœur du roi a plus de chances de remplacer le roi à la mort de ce dernier. C'est ainsi que Opoku Ware, neveu de Osei Tutu, prit le titre de Ashanti-Eni, ce qui signifie empereur d'Ashanti, de 1718 à 1745. Alors, c'est au décès d'Opoku Ware que les vrais litiges ont commencé. Une guerre de succession débuta entre un oncle de la famille royale et Dakon, le frère d'Abla Pokou. Je précise bien, c'était un vieil oncle de la famille royale. C'est ainsi qu'une guerre fratricide débuta dans la capitale de Kumasi. Alors, au cours de cette guerre, Dakon, qui était censé être le successeur de Opoku Ware, trouva la mort. Alors qu'à cette période-là, c'était lui le seul soutien de Abla Pokou. Se sentant en danger, Pokou décida de quitter le royaume d'Ashanti avec ses serviteurs, ses soldats, et parmi eux, il y avait son bras droit, Akpandre Maran, que les livres et les histoires et les légendes racontées sur la reine Pokou ont enfui. Elle emporta avec elle tous ceux du peuple qui étaient contre le règne de ce oncle-là, cet oncle venu d'ailleurs. Bon, je pense lorsque je faisais mes recherches, j'avais trouvé son nom, mais c'est un peu flou. Peut-être je vais mettre ça quelque part par ici ou bien dans la description. Vous avez remarqué que j'ai tendance à dire Abla Pokou, parce qu'en ce moment, avant de quitter le royaume d'Ashanti, elle n'était pas encore reine. C'est après ce qui s'est passé lorsqu'ils se sont retrouvés sur la terre qui leur était destinée qu'elle prit le titre de reine. Akpandre Malan était l'un de ses bras droits et même vous allez voir si vous faites des recherches que lorsque la reine prit son pouvoir, c'est-à-dire elle prit le titre de reine Pokou, parce que dans la tradition Ashanti, lorsque tu prends le titre d'Ashanti-Eni, tu as des reliques à toi, des reliques comme un tabouret, la couronne, etc., qui constituent en fait ta royauté. Donc c'était Akpandre Malan qui était le porteur des reliques de la reine Pokou. Lui, il a son histoire et son histoire a été contée par un historien ivoirien, même chez qui j'ai pris la deuxième théorie que je vais émettre plus tard dans la vidéo par rapport à ce qui s'est vraiment passé au cours de l'exode de la reine Pokou. Lui, ses explications étaient vraiment très claires et assez logiques. Donc je vais mettre en description le lien vers sa chaîne YouTube et de là vous allez aussi vérifier, voir ce que j'ai vu, écouter ce que j'ai écouté et vous-même vous tirez votre hypothèse. Alors, comme je vous ai dit il y a quelques secondes, je vais vous raconter la version que tout le monde connaît, que Wikipédia connaît, que les gens ont assimilée, que les gens ont mélangé à leur sauce. Et la seconde version, c'est une version que je trouve un peu plus palpable parce que les faits qu'il a présentés, je pense que c'est un peu plus logique. Il se nomme professeur Kwame Alou. Je vais même mettre dans la description le lien de la vidéo qui m'a permis de trouver certaines informations pour pouvoir constituer mes recherches. Alors, selon la version officielle, la princesse Abla Pokou, souvenez-vous bien, à cette époque, elle n'était pas encore reine, arriva devant un obstacle avec son peuple, le fleuve Kolmoué,
qui séparait le Ghana de la Côte d'Ivoire. Du coup, il fallait le traverser pour pouvoir échapper à l'armée de son nom qui était assez trousse et aussi trouver une terre habitable. Mais à cette période de l'année, le fleuve était déchaîné. Du coup, elle décida de consulter les mânes de ces terres, c'est-à-dire les génies de ces terres. Alors, elle dit à son devin, dis-nous ce que le génie de ce fleuve demande pour que nous puissions passer. Et le devin répond, le fleuve est déchaîné et il ne s'apaisera que lorsque nous lui offrirons ce qu'on a de plus cher. Alors c'est là que les femmes ont donné leurs bijoux, leurs plus beaux pagnes, tout ce qu'il y avait de précieux dans ce qu'ils transportaient. Mais malgré ça, le fleuve n'arrivait pas à s'apaiser. C'est de là que le devin secoua la tête et dit, princesse, ce que l'on a de plus cher, ce sont nos fils. Alors, à ce moment, Poku se tourna vers son peuple et vit que les femmes et les hommes serraient de plus en plus leurs enfants. Personne ne voulait offrir son enfant en sacrifice. Et elle comprit que le sacrifice devrait venir d'elle-même. C'est alors que Poku prit son fils premier-né, son unique enfant, qu'elle souleva au-dessus de sa tête, le contempla une dernière fois et le jeta dans les flots déchaînés du Comoé. Selon la légende, le Comoé se calma. Certains disent que le peuple a pu passer sur des hippopotames. D'autres disent que ce sont des crocodiles qui ont formé une passerelle pour qu'ils puissent aller de l'autre côté. Et encore d'autres disent que le fleuve s'est divisé en deux pour que les gens puissent passer au milieu. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Après la traversée du Comoé, Abla Poku se retourne et dit Baouli, ce qui signifie l'enfant est mort. Et c'est de là que le peuple prit le nom de Baoulé en mémoire de cet enfant qui a été sacrifié pour leur survie. Au même moment, le berceau du peuple prit le nom de Sakassou, ce qui signifie lieu des funérailles. Et c'est ce que nous racontent les légendes et les mythes sur la reine Poku. Alors, nous voici arrivés à la deuxième version. Je sais que cette version-là, par rapport à ce que j'ai dit, peut-être ça va m'apporter de la haine. De la violence, non merci, la haine, ça va. So, let's go. Alors, comme je vous ai dit, cette version vient d'un professeur historien du nom de Wame Alou, résident en Côte d'Ivoire, qui s'y connaît bien concernant les traditions, les ethnies et les coutumes anciennes. Alors, il y a eu des cartes qui ont prouvé que Baouri, qui veut dire Baoulé, existait depuis avant la migration des Ashanti, au nord du royaume Ani. Aussi, Abla Poku n'était pas reine avant de quitter le royaume pour la migration. Bon, ça, je vous avais dit ça entre-temps dans la version précédente. Elle avait le titre Oyoko. Oyoko, c'était le titre que prenaient les femmes nobles de la famille royale. Elle avait une place importante quand même dans le royaume. Sachez que le peuple en migration était divisé en groupes et chaque groupe avait un leader. Et la reine Poku était le chef des leaders. Au départ du royaume d'Ashanti, le peuple s'est réfugié en premier chez les Ani. C'est de là qu'ils ont abandonné la langue Ashanti pour adopter le Baoulé. C'est là même vous allez voir que le Baoulé est un peu proche de la langue Ani. Et ensuite, ils se sont réfugiés au nord du royaume Ani dans le Baouri. Alors, le peuple baoulé ne se déplaçait pas n'importe comment. C'est-à-dire, il y avait le leader des leaders qui était Abla Poku. Il y avait les leaders et il y avait aussi des éclaireurs. Des éclaireurs qui étaient parfois des chasseurs professionnels. Et ces chasseurs-là étaient envoyés en premier pour pouvoir sécuriser la zone et sécuriser le passage du peuple en question. Abla Poku avait de la famille dans les environs. C'est pourquoi les habitants de Bomizabo, je pense que c'est ça le nom, avaient donné des éclaireurs à Abla Poku lorsqu'elle était passée dans cette zone. Et même à ce qui paraît, leur tradition s'en souvient. Pour qu'elle puisse s'installer dans la zone de Nyamonu, dans le Dramois. Je ne sais pas si je prononce bien les mots. Ceux qui s'y connaissent, ceux qui sont ivoiriens, qui me regardent, n'hésitez pas à ajouter des rectifications ou bien à me corriger en commentaire. D'après cette version, ce n'est pas seulement le Comoé que Abla Poku avait traversé avec son peuple. Parce que dans les parages, il existait plusieurs fleuves, plusieurs cours d'eau. Et selon les temps anciens, et je pense que ça existe encore, à chaque bordure de cours d'eau, il y a un piroguier. Et les piroguiers aident à faire le passage d'une rive à une autre. Et lorsqu'ils arrivaient à un endroit, à un cours d'eau où il n'y avait pas de passeurs, le peuple même fabriquait des radeaux pour pouvoir traverser
le cours d'eau en question, ce qui prête un peu à confusion concernant la légende. Selon les traditions Akan, arrivé à un cours d'eau, on consulte les prêtres et les devins, qu'on appelle les commiers. Ils entrent en contact avec les esprits des lieux qui leur disent quelle offrande ou quel sacrifice il faut faire. Et aussi, selon la même tradition Akan, lorsqu'il y a un sacrifice à faire, c'est-à-dire un sacrifice humain, on ne prend pas un enfant noble ou bien quelqu'un de la royauté. On prend un esclave. C'est vrai, c'est malheureux, mais c'est comme ça se passait. S'il y a un sacrifice humain ou bien un sacrifice une vie pour une vie, ce n'est pas quelqu'un de la royauté qu'on prenait, c'était un esclave. Sur ce, Aglapoku ne prendrait pas son fils unique, héritier, noble de la noblesse, pour effectuer un sacrifice. Même les devins ne lui permettront pas. Concernant la tombe de la reine Poku, lorsqu'on interroge les traditions des Baoulés d'Akawa se situant dans la zone de Boaké, le nom Akawa signifie rester ici, rester pour veiller sur la tombe de la reine. Donc d'après cette signification, la reine serait enterrée dans le ruisseau de Draba. Parce que dans les anciennes traditions Akan, pour certains rois ou reines, leur enterrement se faisait dans les ruisseaux. Comment ça se passe? Au cours de l'enterrement, on détourne le ruisseau par un barrage. On creuse la tombe et on met le roi à l'intérieur. Après l'inhumation, on retire tout juste le barrage et le ruisseau ou le cours d'eau coule normalement. Je crois que cette pratique permettait de protéger les dépouilles des rois ou bien des reines contre souvent peut-être les pilleurs de tombes ou bien ceux qui cherchaient à inhumer leur corps pour certaines pratiques. Bon, ceux qui sont dans la tradition, ils me comprennent. So, voilà un peu. Bon les gars, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous voulez, vous pouvez aller faire aussi d'autres recherches et ajouter. Ça ne gâte rien, surtout si c'est véridique et c'est fondé. Et j'espère aussi que cette nouvelle version va vous apporter un peu plus, va vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Moi, j'ai trouvé que c'est plutôt logique et plausible par rapport à la légende. Et déjà que la légende a été racontée par voilà, quelqu'un d'Occident qui ne connaît pas nos réalités. Enfin, peut-être qu'il a fait des recherches sur nos réalités. Qui sait, Maurice Delafosse, bien contre toi. Mais voilà quoi, il y avait aussi certaines réalités qui existaient. Donc souvent mettre des mythes comme ça sur des personnages qui ont vraiment existé, qui ont fait des choses. Et voilà, n'hésitez pas à me corriger si j'ai fait des erreurs aussi. L'espace commentaire est là, donnez vos impressions, disez quelque chose. Parce que je remarque que mes vidéos n'ont pas, oui, parce que je vois que mes vidéos, voilà, ça n'a pas assez de commentaires, alors que les gens doivent s'exprimer souvent. So, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!